Bonjour à tous, bienvenue dans ce module segmentation, ciblage et positionnement. Un module intitulé études de marché, segmentation, ciblage et positionnement. Nous allons aborder dans ce module tout ce qui tourne autour de la segmentation, du ciblage et du positionnement. On va essayer de voir de quoi il s'agit et ensuite aller un peu plus en profondeur sur chacune de ces thématiques. Avant de commencer, bien entendu, sur les études de marché, cette partie sera principalement orientée, comme je l'ai précisé tout à l'heure, sur la segmentation, ciblage et positionnement. Alors, dans le support qui sera mis à votre disposition pour la première séance et pour les autres séances, bien entendu, vous verrez SCP. Alors, ça renvoie juste à segmentation, ciblage et positionnement. Avant d'aborder ce point-là, d'aller en profondeur sur ces trois thématiques, on va dans un premier temps passer en revue un peu l'environnement marketing, donc les études de marché, mais à travers l'environnement marketing. Alors, c'est en gros la porte d'entrée par rapport à la segmentation, au ciblage et au positionnement. Mais avant même d'attaquer ce point-là, un petit récapitulatif pour un peu poser le contexte. Comme j'ai l'habitude de le dire, et ça vous l'avez vu dans au niveau du premier semestre, on vous dit que le marketing est une discipline évolutive. Donc, c'est une discipline qui évolue. Donc, market plus ANJ, marché en mouvement. Donc, un marché qui évolue. Cela veut tout simplement dire que pour une entreprise qui est sur un marché, elle est obligée de prendre en compte le fait que son environnement évolue. Donc, il y a beaucoup de choses qui changent, qui bougent, et donc, elle doit revoir sa stratégie, elle doit revoir les différentes actions qui sont mises en place, elle doit les évaluer, elle doit essayer de trouver comment s'adapter à son environnement et dans certains cas aussi comment anticiper sur l'évolution de cet environnement. Alors ça, c'est important et ça me permet de revenir très rapidement, toujours dans la mise en contexte, de revenir sur les deux A importants dans cette discipline marketing. Le premier A qui renvoie à anticipation, donc ça veut dire que l'entreprise doit chercher à acquérir cette capacité d'anticipation, ce qui lui permet en général d'avoir une avance par rapport à ses concurrents en se basant très souvent sur la recherche et le développement, sur l'innovation. Cela suppose très souvent des investissements, cela dépend bien entendu de la taille de l'entreprise, mais forcément, cela suppose une bonne connaissance de son environnement et du marché. Donc, ça veut dire que la bonne connaissance de l'environnement et du marché de l'entreprise va faciliter les prises de décision. Que ce soit des prises de décision au niveau du choix de la clientèle, parce que si vous faites un mauvais choix par rapport à la clientèle, vous risquez de passer à côté de votre activité. Mais aussi de mauvais choix par rapport aux produits, aux prix, etc. Donc, le premier A, c'est la capacité d'anticiper. Alors, on a le deuxième A qui renvoie à la capacité de s'adapter. Alors, si on n'arrive pas à anticiper, il faut savoir s'adapter. C'est important parce que anticiper vous permet de prendre de l'avance. Si vous n'avez pas on va dire, une marge de manœuvre importante, vous devez acquérir cette capacité de vous adapter. Parce qu'encore une fois, si vous ne vous adaptez pas, le risque dans cet environnement qui est très concurrentiel, c'est de disparaître. Alors, donc, l'entreprise doit être dans cette dynamique d'anticiper, mais aussi de s'adapter à son environnement. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, cela s'inscrit principalement dans une logique de connaissance de l'environnement et du marché. Donc, ça suppose
avoir des informations, et avoir ces informations vous permettront bien entendu de pouvoir prendre de bonnes décisions. Alors, tout s'emboîte dans ce marché qui évolue dans la démarche de l'entreprise, bien entendu, démarche analytique, stratégique, opérationnelle. Comme je l'ai dit tout à l'heure, dans la démarche analytique, il est important d'obtenir des informations pour une meilleure prise de décision. Alors, cela suppose quoi? Cela suppose bien entendu avoir des outils qui nous permettent d'obtenir des informations que l'on peut analyser, et cela permettra aux décideurs d'avoir plus de lisibilité par rapport au marché. Et ces outils-là, on les appelle des outils d'analyse stratégique. Alors, ces outils vont permettre d'analyser le marché, de mieux connaître l'environnement dans lequel on évolue, et bien entendu, dans le cadre aussi des études de marché, les informations que l'on obtient du marché, de la clientèle, etc., va faciliter ensuite le choix d'une ou de plusieurs cibles. Donc c'est la raison pour laquelle on commence ce module par l'analyse de l'environnement marketing. Donc quand on parle d'études de marché, quand on parle de cadre analytique, quand on parle de la connaissance de l'environnement et du marché, et bien entendu des acteurs qui sont dans cet environnement, ce marché, forcément on utilise certains outils qui vont nous permettre d'obtenir des informations pour faciliter la prise de décision. Alors, ce qui suppose donc, comme je l'ai dit dans cette première séance, qu'on se concentre sur ces outils d'analyse stratégique. Alors, il y a plusieurs outils d'analyse stratégique, mais il y a certaines que l'on va principalement utiliser, dont on va principalement parler. Alors, il s'agit de l'analyse de l'environnement externe à travers certains outils, et il y a aussi l'analyse de l'environnement interne de l'entreprise. Alors, si on commence par l'analyse de l'environnement externe, alors on parle de l'analyse du macro-environnement et de l'analyse du micro-environnement. Alors, vous le savez, on en a déjà parlé, c'est la raison pour laquelle je vais pouvoir passer rapidement sur ce point-là, mais c'est important quand même de clarifier tous ces éléments-là. Alors, analyse de l'environnement externe, macro-environnement, à travers l'utilisation de l'outil de base, PEST, avec le dérivé principal qu'on utilise, qui est l'outil PESTEL. Alors, quand on parle d'outil PESTEL, le P qui renvoie à facteur politique, le E qui renvoie à facteur économique, le S socioculturel, le T technologique, le E écologique ou environnemental et le L légal. Alors, il s'agit, quand on parle de l'analyse du macro-environnement, d'analyser les grandes tendances sur lesquelles l'entreprise n'a pas vraiment d'emprise et qui peuvent affecter son activité, sa rentabilité, etc. de façon positive ou de façon négative. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, quand on analyse le macro-environnement à travers l'outil PESTEL, on fait cette analyse en termes d'opportunités que l'entreprise peut saisir ou en termes de menaces. Que ce soit pour le facteur politique, économique, en tous les cas, pour chaque facteur, on doit analyser est-ce que celui-ci constitue d'opportunités que l'entreprise peut saisir et quelles sont ces opportunités, ou est-ce que ce facteur constitue de menaces, quelles sont ces menaces, il faut les apprécier pour qu'effectivement l'entreprise puisse aussi mettre en œuvre des stratégies, soit pour contourner ou surmonter ces obstacles-là, ces menaces, ou pour profiter de ces opportunités que présente l'environnement dans lequel elle évolue. Alors donc nous avons, comme je l'ai dit tout de suite, la matrice PESTEL que l'on utilise dans l'analyse de l'environnement.
Alors, cette matrice, pour rappel, doit être, en fait, les différents facteurs doivent être analysés en termes d'opportunités ou de menaces. Je rappelle, politique, économique, socioculturel, technologique, écologique ou environnemental et légal. Alors, au-delà de l'analyse du micro ou du macro-environnement, il faut aussi faire l'analyse du micro-environnement. Alors, ça a été aussi expliqué lors des modules précédents, mais je reviens quand même sur ce point-là. Alors, ici, quand on parle du micro-environnement, on fait principalement référence aux différents acteurs qui peuvent être en interaction avec l'entreprise et qui peuvent conditionner son succès ou son échec. Donc, ça veut dire que les différents acteurs qui sont dans le micro-environnement, on peut aussi les analyser en termes d'opportunités ou en termes de menaces. Alors, bien entendu, je vous renverrai je mettrai le support à votre disposition et bien entendu, il est important de faire des recherches pour pouvoir aller plus en profondeur sur ces différents points qu'on a évoqués. Alors, si je reviens sur l'analyse du micro-environnement, l'outil principalement que l'on utilise, l'outil d'analyse stratégique que l'on a l'habitude d'utiliser le plus souvent, c'est la matrice, alors c'est les 5 forces de Porter. Alors, comme je l'ai dit, le marketing est une discipline qui évolue, donc c'est la raison pour laquelle il y a aussi une évolution de ces outils. Aujourd'hui, on vous parle de 5 forces plus 1 ou de 5 forces plus 2, mais je reviens très rapidement sur ces 5 forces. Alors, il s'agit de forces concurrentielles, comme je l'ai dit, qui peuvent constituer d'opportunités que l'entreprise peut saisir ou de menaces qui peuvent affecter sa santé financière, ses activités, sa rentabilité, etc. Alors, nous avons la concurrence intrasectorielle. Alors, quand on parle de concurrence intrasectorielle, on fait référence principalement à la concurrence directe, donc aux autres entreprises qui vendent pratiquement les mêmes produits que notre entreprise. Est-ce que cette concurrence directe, elle est forte, elle est faible? Ça peut affecter bien entendu notre position concurrentielle. Nous avons au-delà de la concurrence directe, la concurrence indirecte qu'on appelle la menace des produits de substitution. Alors, c'est des produits différents ou des offres différentes, mais qui sont en mesure de satisfaire le même besoin que notre produit. Donc, ça veut dire que ce sont des produits qui peuvent se substituer à notre produit. Alors, prenons le cas si vous proposez de la viande de mouton. Alors, la concurrence directe, c'est ceux qui proposent aussi de la viande de mouton. Maintenant, il y a d'autres produits qui peuvent se substituer à la viande de mouton. C'est la viande de bœuf, c'est la viande de volaille, c'est le poisson aussi, à un niveau un peu plus éloigné. Mais dans tous les cas, c'est des produits de substitution par rapport à la viande de mouton. Si on prend le café, dans le cadre du petit déjeuner, il y a un produit que l'on peut substituer au café, c'est le lait ou le kenkeliba. Donc ce sont des produits de substitution. Est-ce que la menace est forte? Dans ce cas-là, ça peut constituer véritablement de contraintes ou d'obstacles pour l'entreprise. Par contre, quand la menace est faible, c'est une opportunité à saisir pour l'entreprise. Donc, nous avons la concurrence directe, donc la concurrence intrasectorielle, nous avons la menace des produits de substitution, nous avons la menace des nouveaux entrants. Je tiens quand même à préciser ce point-là. Quand on parle de nouveaux entrants, il ne s'agit pas d'entreprises qui sont déjà là sur le marché, mais de potentiels entrants. Alors, entendez par nouveaux entrants de potentiels entrants, donc qui peuvent concurrencer l'entreprise si elle
arrivent quand même sur notre marché. Alors ça peut être expliqué par le fait qu'on soit dans un environnement ouvert d'un point de vue des barrières économiques, douanières, etc. Donc dans ce cas-là, la menace elle peut être plus ou moins forte et ça peut constituer donc d'opportunités ou de menaces. Quand il y a un protectionnisme au niveau d'un marché, la plupart du temps, il est très difficile pour d'autres entreprises qui n'évoluent pas sur votre marché de venir sur celui-ci. Ou quand les investissements d'installation de départ sont très onéreux, ça peut être une barrière à l'entrée de ces marchés-là. Alors nous avons au-delà de la concurrence intrasectorielle, de la menace des produits de substitution, de la menace des nouveaux entrants, nous avons le pouvoir de négociation des clients, le pouvoir de négociation des fournisseurs. Alors c'est important aussi de préciser ces points-là. Il ne s'agit pas juste de marchandage de négociation, mais il s'agit principalement de voir est-ce que, par exemple, pour le pouvoir de négociation des fournisseurs, est-ce que l'entreprise a une marge de manœuvre plus ou moins importante. Par exemple, s'il y a plusieurs fournisseurs vers lesquels l'entreprise peut aller, bien entendu, ces fournisseurs, si les entreprises qui peuvent acheter leurs produits ne sont pas nombreuses, bien entendu, le pouvoir de négociation des fournisseurs est faible. Parce que ces fournisseurs sont très nombreux, alors que les entreprises qui peuvent absorber leur offre sont peut-être 2 ou 3. Donc dans ce cas-là, la marge de manœuvre de ces fournisseurs n'est pas très importante, donc leur pouvoir de négociation est faible. Maintenant, par contre, bémol, quand ces fournisseurs sont dans un corps de métier, ils appartiennent à une association, etc., qui défend leurs intérêts, dans ce cas-là, effectivement, le pouvoir de négociation, même s'ils sont nombreux, le pouvoir de négociation peut quand même être assez conséquent, donc ça peut constituer véritablement de menaces. C'est la même chose aussi pour les clients. Si les clients sont très nombreux et qu'il y a une, deux entreprises qui proposent des offres, donc ça veut dire que à la base, on peut penser que le pouvoir de négociation des clients est faible. Par contre, si ces clients appartiennent à des associations de consommateurs, des mouvements consuméristes qui sont, on va dire, des mouvements qui sont très forts, ça peut impacter. Ça veut dire que ces associations de consommateurs peuvent taper sur la table, peuvent contraindre un peu ces entreprises à respecter des normes de qualité, etc. Donc le pouvoir de négociation des clients aussi peut être élevé. Alors j'ai parlé des 5 forces, maintenant on a une 6e force aussi, c'est l'État. Donc sur certains marchés il y a l'intervention de l'État, comme au niveau des télécoms en tant que régulateur, au niveau des hydrocarbures, au niveau de certains produits alimentaires. Donc l'État intervient sur ces marchés, donc ça veut dire que les entreprises doivent aussi prendre en compte cette intervention de l'État, qui peut effectivement leur être favorable ou donc être une opportunité en étant l'État en étant un régulateur, ou dans certains cas constituer de menaces, parce qu'effectivement l'État va jouer le rôle de policier pour certains, c'est comme ça qu'ils vont le percevoir, être un empêcheur de tourner en rond. Alors, et nous avons donc 5 forces plus 1 plus 2. La deuxième force, c'est le pouvoir de négociation, autant pour moi, pas le pouvoir de négociation, mais plutôt les produits complémentaires, la menace des produits complémentaires. Alors, si moi je suis un fabricant d'ordinateurs, il y a des produits complémentaires à mon produit, c'est le software, c'est les logiciels, c'est les systèmes d'exploitation, etc. Donc je suis dépendant de ça. Si je vends du café, il y a un produit complémentaire, c'est le sucre. Donc je suis dépendant de ça. Donc ça peut, dans certains cas, si ce marché n'est pas bien maîtrisé, si ce marché est assez aléatoire, ça peut constituer un peu de menace par rapport à la commercialisation de mes produits. C'est la même chose entre les voitures et le carburant. Si
dans le pays où vous êtes, votre entreprise est concessionnaire automobile, mais il y a très souvent des pénuries. Il ne se passe pas un mois où il n'y a pas de pénurie de carburant. Peut-être que les gens vont se dire, bon, acheter une voiture, c'est bien, on va acheter une voiture et ce qui va rouler peut-être 2 semaines sur 4 ou 10 jours sur un mois, parce que le carburant est cher, etc. Donc, finalement, peut-être que le marché sur lequel vous êtes va être moins intéressant qu'un autre marché où il y a peu de pénurie ou pas de pénurie. Donc, il y a aussi les produits complémentaires qu'il faut analyser en termes d'opportunités ou de menaces. En gros, voici les 2 outils que j'ai décrits tout à l'heure sur l'analyse de l'environnement marketing de l'entreprise, ce qui permet bien entendu d'avoir des informations pour une meilleure prise de décision, ce qui est l'objet bien entendu des études de marché. Alors, vous l'aurez compris, ce module n'aborde pas les études de marché en tant qu'études qualitatives, études quantitatives, etc. Mais c'est plus orienté vers la prise de décision sur la partie segmentation, ciblage et positionnement. Donc le choix des groupes d'individus ou des groupes de clients potentiels à qui notre offre sera destinée. Donc le module est plus orienté vers ça. Alors, nous avons fait l'analyse externe. Il y a ensuite l'analyse interne. Alors bon, bien entendu, il y a plusieurs outils d'analyse. Alors on a la matrice ADL, on a la matrice BCG ADL, Arthur Doolittle, BCG, Boston Consulting Group, nous avons la matrice McKinsey, le carré financier, etc. Il y a plusieurs outils d'analyse, la chaîne de valeur de Porter, etc. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que pour utiliser ces outils d'analyse, mais il faudrait être dans l'entreprise ou avoir des données de l'entreprise. Si vous ne les avez pas, ça va être difficile de pouvoir faire cette analyse-là. Parce qu'encore une fois, il s'agit de faire une introspection. C'est comme si je suis en train de m'auto-évaluer. Donc là, je suis dans une analyse interne. Alors, si on dit analyse interne, il faut que vous connaissiez l'entreprise. C'est-à-dire, si vous travaillez dans une entreprise, vous pouvez avoir des données de l'entreprise et donc faire une analyse de cette entreprise-là. Maintenant, par contre, c'est aussi possible de faire une analyse interne, mais en faisant cette analyse sous forme de force et de faiblesse. Maintenant, vu sous l'angle du client, c'est possible. Je m'explique. Il y a un autre outil qui permet de faire les deux en même temps, aussi bien interne qu'externe. Alors, ça me permet de faire une analyse interne, mais aussi de faire une analyse externe. C'est l'outil SWOT qui nous permet de faire une analyse interne avec l'analyse des forces et des faiblesses de l'entreprise. Donc, ça, c'est une analyse interne. C'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une introspection. Et on a l'analyse externe qui est plus orienté vers l'analyse des opportunités et des menaces. Donc, il faut les mesurer. Donc là, c'est l'outil SWOT qui permet de faire les deux en même temps. Alors, il a quand même un avantage. Il est assez séduisant parce qu'il permet il est assez, on va dire, il permet de résumer un peu tout ce qu'on a identifié comme point positif pour l'entreprise et choses à améliorer, mais aussi dans l'environnement, ce qu'il est possible de faire et ce qui est contraignant ou ce qui n'est pas possible de faire. Alors, donc, c'est assez visuel. On peut le faire à travers un cadran qui permet d'identifier sur un premier palier les forces et les faiblesses et ensuite les opportunités et les menaces. Donc, ça peut être très intéressant à analyser. Donc, voici en gros un peu les points que je voulais partager avec vous sur cette première partie du module, alors qui permet un peu de mettre le contexte, parce que si vous connaissez votre environnement, si vous vous connaissez, ben ça facilitera par la suite les prises de décision. Maintenant, en général,
ça vient avant ou ça complète, vous avez principalement les études de marché. Alors, quand on parle d'études de marché ici, entendons par là les études documentaires, qualitatives, quantitatives. Alors, ça permet effectivement de préciser les informations, d'obtenir plus d'informations sur certains acteurs au niveau du marché. Alors, et ça nous permet par la suite d'aller un peu plus en profondeur sur le choix du public qu'on peut avoir comme cible. Voilà, en gros, au niveau de cette première séance, l'idée c'était de mettre un peu le contexte par rapport à ce module études de marché, segmentation, ciblage et positionnement. Et comme je l'ai précisé, on orientera, on axera beaucoup plus ce module sur ces trois thématiques, la segmentation, le ciblage et le positionnement, que l'on abordera à partir de la deuxième séance. Alors, la première séance dédiée un peu au contexte et à l'explication un peu de l'importance de la possession des informations pour une meilleure prise de décision. Et cette prise de décision aussi concerne le choix du public cible ou le choix de la cible de l'entreprise, ce qu'on abordera dans les séances suivantes. J'espère que ce petit résumé de l'analyse de l'environnement marketing vous servira. On se revoit sur la deuxième séance. Merci à vous.